Bismillah. Ferchid Ben Ezir ouvre les yeux, se redresse, des actes réflexes simples, qu'il a après coup l'impression d'avoir accomplis en une seconde, alors qu'il lui a fallu plusieurs minutes. Quand il respire, des feuilles de papier se déchirent à l'intérieur de sa poitrine. Ses membres paraissent remplis de bois mort. L'atmosphère est fade, sèche, une soif intense le dévore. Et pourquoi fait-il si sombre? Seule une minuscule ampoule rosâtre palpite à la tête de sa couche. Je suis à l'hôpital, je serai malade. Il bouge un bras, sent un objet étrange, une aiguille peut-être, se détacher avec un bruit désagréable de la saignée de son coude. Soudain, tout lui revient. Klimsat, le long sommeil dont il vient d'émerger. Cela voudrait dire qu'un siècle s'est écoulé. Son esprit embrumé peine à accepter le fait. Pénélope, Pénélope, coasse-t-il d'une voix rouillée. Mais son assistante électronique ne répond pas. Avec lourdeur et toujours cette sensation qu'il traîne un corps de vieillard, il va falloir que tu passes en salle de gym vite fait. Il détache une à une les perfusions qui l'ont maintenu en vie. Sortir de ce tombeau maintenant. Pénélope, ouvre-moi s'il te plaît. Il appelle une fois, 10 fois, mais l'ordi reste muet. Un début de panique commence à lui humidifier le front, à accélérer les mouvements de son cœur. Il se casse un angle sur les ferrures du module. Il doit bien avoir un système d'ouverture mécanique. Quand même. Oui, oui, ça y est. Le couvercle se déboîte d'un seul coup, bascule sur le côté. Ferchid s'assied péniblement sur le bord du module de survie et regarde autour de lui. Le compartiment au sarcophage baigne dans la nappe vineuse du maigre éclairage de secours. Les trois autres modules sont encore fermés. Sans doute est-il normal que lui, le pilote, ait été réveillé en premier. Tout va se remettre en branle petit à petit. Première chose à vérifier, la date. Ferchit écarte d'un geste nerveux une bonbonne en plastique qui flotte devant lui, accompagnée comme autant de satellites minuscules par des billes de liquide déshydraté. Il sautille vers le bloc de contrôle où ne brillent que 3 ou 4 témoins. Il s'immobilise, cligne des yeux, frappe du poing le panneau de métal, mais les chiffres verts du calendrier universel ne varient pas pour autant. 16 novembre 2345. 2345, ils n'ont pas dormi 100 ans, mais plus de 3 siècles. C'est impossible. Pénélope, murmure encore le pilote. Il se mord les lèvres sans attendre une réponse qui ne viendra pas pour une raison ou une autre. Les extensions vocales sont en panne. Ferchid se décale d'un pas. Sa silhouette s'encadre dans un hublot sur le fond sombre du ciel. Ses mains montent jusqu'à ses joues, son crâne. Ce n'est pas un pilote spatial qu'il découvre dans le reflet, mais une sorte de Père Noël grotesque. Ses cheveux ont blanchi et poussé plus bas que ses épaules, et sa barbe, blanche aussi, atteint le milieu de sa poitrine. Il se détourne de cette image insolite, se propulse vers les conteneurs, délivrer les autres, et d'abord Milena. Il s'escrime sur les verrouillages extérieurs couverts d'une matière poisseuse. Quelque chose craque. Il tire, le couvercle vient d'un seul coup, manquant de le déséquilibrer. Mais il ne peut achever. Milena, visage d'ivoire, orbite vide, dents apparentes, est en train de rouler vers lui, bras ballants, comme pour l'enlacer au sortir du long sommeil. Elle bascule, le heurte de plein fouet, s'effrite, se morcelle en centaines, en milliers de particules poudreuses, qui aussitôt tentent de se recomposer en un agglomérat stable dans la pesanteur réduite. Milena, sa Milena, son amour, s'est transformé en momie, plus friable qu'un parchemin ayant traversé des millénaires. Ferchid ouvre la bouche pour crier, avale une gorgée de poussière granuleuse qui le fait tousser à perdre haleine, ce qu'il vient d'ingérer. Alors seulement il crie. Il crie sans pouvoir se maîtriser, laissant ses hurlements rebondir en écho, discordant à travers les coursives désertes. Il lui faut du temps, beaucoup de temps, pour reprendre ses esprits, lestés d'un semblant de logique et d'efficacité. Il est pilote spatial, non?
Il a subi un entraînement de fer. Il est hors de question qu'il se laisse aller à des émotions primaires, comme le chagrin par exemple, ou le désespoir. Il y a eu un dysfonctionnement dans la maintenance. Milena Drakovic a vu ses fonctions vitales s'interrompre pendant son sommeil. Elle s'est desséchée comme un naringue dans un seau de sel. D'accord? Barbara Caruso et Bonaventure Benabeke aussi. D'accord, lui seul a survécu parce qu'un dieu farceur l'a voulu ainsi. D'accord, et alors? Ce sont des choses qui arrivent. La preuve, c'est arrivé. Il suffit de l'admettre, de verrouiller et de continuer. Alors il continue. Première chose à faire, foutre le camp de la salle au module de survie. Bravo pour la survie. Et la condamner hermétiquement. Deuxième chose, boire, boire. Heureusement, il reste du liquide dans le recycleur. Troisièmement, manger. Une chance, le stock de nourriture n'a pas souffert. Et puis se débarrasser de tous ses poils. Prendre une douche. Pédaler, pédaler encore. Tirer sur les extenseurs et soulever des poids dans la salle de gym. Remettre l'ordi sur pied. Pour l'instant, il ne daigne cracher que des données techniques brutes sur le plan de vol. Sérieusement squeezé. Lui aussi. 3 siècles, c'est quand même un bail. Et ne plus penser à Milena. Milena, mon amour. Ni aux deux autres. Ferchid parvient tout de même à comprendre que l'unité centrale a été touchée par une micrométéorite. On semble le grain de paille qui a détraqué la machine. On prévoit tout, sauf l'imprévisible, par définition. Quoi encore? Appeler la Terre, n'importe qui sur la Terre, mais rien ni personne ne répond, pas plus sur la Terre qu'aux cieux. Alors quoi? Tout le monde est mort. Ce serait quand même énorme. En dessous de Klimsat, la Terre paraît pourtant paisible, lavée d'une bonne part des nuages qui, en 2027, colmataient sa surface. Elle est redevenue bleue, la planète bleue qu'avaient découvert les pionniers. Alan Shepard, Yuri Gagarin, Frank Borman. Un peu plus bleue, probablement car l'eau a monté, elle a gagné sur les terres émergées, les a rangées écartelées, a refaçonné en profondeur les continents. La plupart des îles du Pacifique ont disparu. Adieu les Maldives. Le Japon a considérablement rétréci. Une serpe est bréchée. L'Europe de l'Ouest a été gravement écornée. Les îles britanniques sont devenues un puzzle dispersé. Les Pays-Bas et le Danemark ne valent pas mieux. La France est pleine de trous avec un immense lac central, dévoré comme une feuille de platane attaquée par des chenilles. Et tout à l'avenant, le pôle Nord n'est plus qu'une mer où flottent les escarbilles blanches d'innombrables icebergs. L'Antarctique a perdu la moitié de sa pelure de glace, température sur le 60e parallèle en méridien zéro, à l'emplacement des défuntes îles Shetland. 31 degrés Celsius en milieu de matinée, pas mal pour la fin novembre. Une seule petite satisfaction, la couche d'ozone s'est totalement reconstituée. Mais les grandes agglomérations, celles en tout cas qui surnagent, paraissent sans exception abandonnées. Les lucioles ont disparu. Où est passée cette débauche d'énergie qui a conduit l'ultime cataclysme? Elle s'est dissipée, elle a fondu parce qu'il n'y a plus personne pour la produire. N'y a-t-il vraiment plus d'abonnés au numéro de la Terre? Les premiers luminions que le pilote solitaire détecte en Europe centrale pendant la période nocturne lui font battre le cœur. Pendant quelques secondes, mais il ne s'agit que de feux de bois, des feux de camp, sans doute, mais trop de fonctions sont détériorées sur Klimsat, et il ne peut en savoir plus. Tant pis. L'essentiel tient en cette certitude, en bas, il y a des survivants. Dès lors, sa décision est prise, la seule possible. Fershid Ben Ezir vérifie un à un tous les témoins qui, sur le tableau de bord restreint du module Bonjour chez vous, lui lance des messages incertains. 10 fois, 100 fois, il a tout vérifié, autant qu'il puisse en être sûr. Le module autonome de rentrée est opérationnel. Il lui suffit d'avoir aux commandes un bon pilote. Et tu es un bon pilote, non? Oui. Il a encore passé 3 semaines à bord de la station, essentiellement pour retrouver sa forme, son tonus musculaire durement éprouvé par le trop long sommeil.
Il y a réussi en partie, et sous ses cheveux blancs coupés en brosse, poussent à nouveau des racines bien noires. D'un geste décidé, il verrouille son casque. Pour la première fois depuis 9 mois, non, depuis 318 ans et 9 mois, il a endossé son scaphandre, comme s'il observait les mouvements de quelqu'un d'autre. Il voit l'index de son gantelet droit enfoncer une série de touches avant d'enfoncer la commande de désarrimage. Il prononce tout bas: Adieu, Milena. Plus une petite pensée fugitive pour Barbara et Bonave. Et c'est parti. Moteur, combustion. Une main de géant secoue le bonjour chez vous en tous sens avant de plaquer le pilote contre son siège avec une force à lui briser les côtes, à lui perforer les poumons. Tout explose dans son dos. Il voit à travers le hublot une bourrasque de morceaux de ferraille s'éparpiller autour du module. Et puis, plus rien que le vide obscur, creusé à ses pieds par cette énorme boule bleue sur laquelle il tombe en piqué. Non, pas en piqué, bien sûr. Il doit parcourir un peu plus d'une orbite spirale avant de se poser. Il a décidé de s'éjecter de Klimsat au-dessus du Canada pour avoir une chance d'atterrir ou d'amérir en France, le plus près possible de Paris, ou de ce qu'il en reste. C'est sa vraie patrie, après tout. Le module tremble comme une vieille bécane en moteur débridé, mais tient bon. Arc-bouté sur les commandes, Ferchid lui aussi tient bon. Freine, freine, entrée dans la stratosphère, traversée du plasma atmosphérique ionisé, le module se nomme de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Spectacle aussi somptueux que bref, puis c'est le double bond du passage en vitesse subsonique. Altitude 5000 mètres, 4000, arrêt de combustion où on est là. Pas le temps de vérifier. 3000, 2000, parachute. Tu vas sortir, oui. Encore un coup de poing dans l'air. Au-dessus de la tête, à l'envers du pilote, une large bande boudinée, orange et blanc, emplit le ciel trop vite. Pendant quelques secondes, le pilote a la certitude qu'il va s'écraser. Effectivement, il s'écrase dans un whoosh gigantesque qui le laisse étourdi, le cœur au bord des dents. Le module tangue sur les flots, se retourne. Ferchid se retrouve à nouveau sur le dos, pour voir le parachute s'affaler en molle ondulation et aveugler le hublot dorsal. Je vais couler, je dois sortir de là. Le pilote se déharnache, fait sauter la visière de son casque et s'escrime sur le sas, qu'il parvient à ouvrir d'un ultime coup de coude. Il repousse les pans du parachute, une atmosphère acide et iodée lui emplit les poumons. Une eau vert sombre clapote à 20 cm sous l'ouverture. Le module n'a pas coulé, il flotte. Il flotte sur une mer des sargasses, d'où émergent à intervalles des îlots d'arbres d'un émeraude agressif. À l'horizon, vers l'est, oui, c'est bien l'est. La grosse boule saumon du soleil, le vent peine à s'extirper des brumes. Dans le ciel presque blanc, d'innombrables oiseaux s'entrecroisent, ciblant les nues de cris discordants. Ferchid laisse son buste se courber au-dessus de l'eau. Ça y est, il a réussi. Il est rentré chez lui. En premier hommage à sa planète retrouvée, yeux fermés, il dégueule longuement dans la